En plein dîner de Noël, mes parents m'ont demandé de quitter mon travail pour élever le bébé de ma sœur. Face à leur ultimatum, j'ai décidé de briser 7 ans de silence et de révéler mon grand secret. Un silence de mort a accueilli ma confession. Quitte ton travail et élève le bébé de ta sœur. Elle est trop occupée. Mon père a prononcé ces mots à travers la table de Noël, devant 20 proches, avec le calme de celui qui demanderait de resservir du café. Ma mère s'est contentée d'hocher la tête en disant « C'est ce que fait une famille ». Je m'appelle Lorraine Fournier. J'ai 42 ans. Pendant 7 ans, j'avais laissé cette tablée croire que j'étais la fille insensible qui s'était enfuie en ville pour ne jamais rien donner en retour, tandis que mon père maintenait tout le monde à flot. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas défendu. J'ai posé ma fourchette et j'ai laissé le son se propager d'un bout à l'autre de la table. Puis j'ai prononcé une seule phrase sur ce que j'avais réellement fait pendant 7 ans. Le sourire de mon père s'est effacé le premier. Ma mère est devenue blême, et 20 proches sont restés si immobiles qu'on aurait pu entendre le déclic du chauffage. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à l'hiver où notre entreprise familiale a failli mourir. Avant de vous y ramener, si vous avez déjà été celui ou celle qui maintient discrètement une famille unie pendant que quelqu'un d'autre en récolte les lauriers, faites-moi une petite faveur et abonnez-vous. C'est ainsi que ces histoires trouvent les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez en ce moment. L'hiver où tout a failli s'arrêter. Le dossier est resté face cachée sur le siège passager pendant tout le trajet vers le nord, et je ne l'ai jamais retourné une seule fois. C'était un simple dossier en manille, du genre que l'on peut acheter par boîte de cents. À l'intérieur se trouvait la chose la plus chère que j'ai jamais possédée, et j'avais conduit 2 heures le long du lac pour pouvoir la donner. Tous les quelques kilomètres, mes yeux se posaient dessus, puis revenaient à la route. Le chauffage diffusait un air chaud sur mes genoux. Dans la poche de mon manteau, contre ma hanche, la clé en laiton de mon grand-père est restée froide pendant tout le trajet. De la même manière que le vieux métal reste froid longtemps après que tout ce qui l'entoure se soit réchauffé. Mon téléphone s'est allumé sur le tableau de bord à 40 minutes de Brest. Je l'ai mis sur haut-parleur. Tout est prêt pour demain matin, Lorraine. C'était Maître Dubois, mon avocat, qui n'appelait jamais après 18 heures, sauf si c'était important. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? De tout? J'en suis sûr. Vous signez à 9 heures et c'est terminé. Il n'y a personne pour le faire après. Il a attendu, comme le font les hommes prudents. J'ai rédigé de nombreux documents en 30 ans. Je n'ai jamais rédigé cela. Je vous verrai le lendemain de Noël, ai-je dit avant de raccrocher. Brest est le genre de ville où les mêmes familles dirigent les mêmes quais depuis 3 générations, où tout le monde sait à qui appartient quel bateau et quel père a construit quoi. J'ai grandi là-bas. Je suis parti à 18 ans, et la ville a décidé que mon départ était la chose la plus intéressante à mon sujet et n'a jamais mis à jour mon dossier depuis. Je me suis garé derrière la maison de mes parents, sous l'érable dénudé, et je suis resté assise, le moteur crépitant. Par la fenêtre de la cuisine, je voyais ma mère s'affairer entre la cuisinière et le comptoir. Ma sœur, Félicité, riant de quelque chose, un torchon sur l'épaule. De l'extérieur, cela semblait chaleureux. De l'extérieur, ça l'a toujours été. Ils pensent que je suis venu les mains vides. Je suis entré par la porte de côté, car la porte d'entrée était pour les invités, et j'avais cessé d'en être une depuis longtemps. La voilà. Mon père ne s'est pas levé. Gauthier Fournier se levait rarement pour qui que ce soit. La pièce venait à lui. Il tenait un verre de quelque chose d'ambré à la main et affichait l'aisance particulière d'un homme à la tête de sa propre table. Toujours à brasser de la paperasse en ville, Laurie? Quelques-uns des oncles et tantes ont ri, doucement, automatiquement. La façon dont on rit d'une blague qu'on a entendue si souvent qu'elle est devenue une sorte de météo. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Félicité a contourné le comptoir et m'a serré dans ses bras d'un seul bras. La façon dont on étreint quelqu'un sur qui on a décidé de ne pas trop réfléchir. On ne pensait pas que tu viendrais vraiment, dit-elle. Tu es toujours si occupé avec tes... Elle a agité le torchon. Tableur. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je dit, et cela, au moins, était vrai. J'ai posé mon sac et j'ai appuyé la paume de ma main contre le bord froid du comptoir de la cuisine. Le granit était le même que celui de mon enfance, avec le même éclat près de l'évier. Ma mère a embrassé l'air près de ma joue et m'a demandé si j'avais mangé sans attendre la réponse. Elle est douée pour la paperasse ennuyeuse,
notre Lorraine, a déclaré mon père à la cantonade, levant son verre d'1 centimètre comme pour régler quelque chose. Toujours été. Jamais pu faire grand-chose d'autre avec ça. Félicité est celle qui peut diriger quelque chose de réel. Doué pour la paperasse ennuyeuse. J'ai monté mon sac dans la chambre qui avait été la mienne et qui servait maintenant à ranger les décorations hors saison. Il y avait une boîte à couronne sur le lit et une pile de chaises pliantes contre le mur. J'ai déplacé la boîte et je me suis assise. Et pendant un instant, j'ai juste tenu le dossier sur mes genoux, passant mon pouce le long de son bord fermé. Voici ce qu'ils ignoraient à propos de la fille qui brassait de la paperasse. Je ne classe pas de facture. Je ne fais pas la comptabilité de la petite caisse. Je suis une spécialiste du redressement d'entreprise. Quand une société est à 3 semaines de la fin, que la banque affûte ses couteaux et que le fondateur ne dort plus, je suis la personne qu'ils appellent. J'achète les dettes que personne d'autre ne veut toucher. Je démonte ce qui est cassé et je décide de ce qui doit survivre. Il y a 2 ans, je suis intervenu dans une fabrique de meubles centenaires que 4 banques avaient déjà passé par perte et profit, et j'ai sauvé 400 emplois en la restructurant en un week-end. Personne en dehors de la salle de réunion n'a jamais entendu mon nom. C'est ça, le travail. Le travail, c'est d'être la personne silencieuse à table que les gens bruyants oublient de surveiller. Je répare les entreprises que tout le monde a déjà enterrées. Je suis doué pour être sous-estimé. Ils n'ont aucune idée de ce que ce travail a autrefois sauvé. Le lac a gelé tôt l'hiver de mes 35 ans, et tout le reste aussi. Je me souviens plus du grand livre que de la météo. Mon père m'avait enfin laissé voir les comptes. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait plus d'option, et j'étais la seule de la famille capable de lire un bilan sans remuer les lèvres. J'étais assise au bureau dans l'arrière-boutique de Fournier et Fils Marine, sous une unique lampe, et je tournais les pages, et les chiffres empiraient à chaque fois. L'entreprise avait plus d'1,5 million d'euros de dettes. Le stock de bateaux était financé jusqu'au cou. 2 mauvaises saisons avaient vidé la trésorerie, et la ligne de crédit qui avait masqué les trous était exigée d'un seul coup. J'ai tout vérifié 2 fois pour être sûr de ne pas être trop clémente. Puis j'ai trouvé la partie qui m'a retourné l'estomac. Le prêt était assorti d'une garantie croisée. Quelque part au fil des années de refinancement et de paperasserie facile, mon père avait mis la maison en garantie de la ligne de crédit de l'entreprise. La maison avec le granit ébréché et l'érable dans le jardin. Si la marina coulait, la banque prenait aussi la maison. Il avait parié le toit sous lequel sa femme dormait sur une bonne saison qui n'est jamais venue, et il ne le lui avait pas dit, et il ne me l'avait pas dit. Et assise là, à la lueur de la lampe, j'ai compris qu'il ne s'était probablement pas permis de le comprendre pleinement non plus. La banque n'attendra plus, Lorraine. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau, son manteau encore sur le dos, et pour la première fois de ma vie, il n'avait pas l'air sûr de lui. Après le nouvel an, ils prennent tout. Les emplacements, le terrain, la maison. J'ai regardé l'enveloppe sur le bureau. Elle venait de la banque et était encore scellée parce qu'ils n'avaient pas pu se résoudre à l'ouvrir. Après le nouvel an, ai-je dit, ils prennent la maison. Il n'a pas répondu. Il a juste regardé la lampe comme si elle avait dit quelque chose avec lequel il n'était pas d'accord. Puis il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il s'en occuperait, qu'il n'avait pas besoin que je vienne de la ville pour lui parler de sa propre entreprise. Il a pris l'enveloppe scellée du bureau et l'a mise dans la poche de son manteau, non ouverte, comme si le fait de la porter la rendait sienne. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine de mes parents pendant que ma mère préparait du thé. Et j'ai compris quelque chose qui a changé toute la nature du problème. Elle n'avait aucune idée. Elle parlait du printemps, de repeindre la véranda, d'une croisière qu'elle et mon père pourraient faire si les affaires reprenaient. Elle pensait que la maison était payée. Elle l'avait dit à une voisine il y a des années. Elle ne savait pas que la maison dans laquelle elle nous avait élevés avait été discrètement mise en jeu contre une marina en faillite, qu'une banque pourrait la saisir en janvier. Que son mari se promenait avec une enveloppe non ouverte dans son manteau parce qu'il ne pouvait supporter de lui montrer le chiffre à l'intérieur. Je l'ai regardé verser le thé et j'ai décidé sur le champ qu'elle n'aurait jamais à le savoir. Ni le danger, ni qu'il en avait sorti. Fournier et Fils Marine a été fondé par mon grand-père avec un seul quai et un hangar en bois l'année de son retour du service. Il l'a construite emplacement par emplacement. L'enseigne au-dessus du bureau portait toujours le lettrage qu'il avait choisi. Mon père en a hérité et s'est qualifié d'autodidacte. Et la plupart du temps, je le laissais faire,
car certains mensonges sont moins chers à entretenir qu'à corriger. 2 jours plus tard, il a réuni la famille. Il se tenait dans le salon, devant ses frères, quelques cousins et notre mère, et leur a dit de ne pas s'inquiéter. Il leur a dit qu'il s'en occupait. Il leur a dit, avec cette aisance qui revenait dans sa voix à mesure qu'il parlait, qu'il avait traversé pire, qu'un fournier retombait toujours sur ses pieds, que la banque et lui allaient trouver un arrangement. Je me tenais près de la porte, mon manteau sur le bras, et personne ne m'a rien demandé. J'étais la seule dans la pièce à savoir exactement à quel point la situation était grave, au centime près, et j'étais celle dont personne ne pensait à vouloir la vie. J'avais proposé la veille de m'asseoir avec lui et la banque. Il m'avait répondu que ce n'était pas un travail pour quelqu'un qui brasse de la paperasse dans un bureau. Ton père retombe toujours sur ses pieds, m'a dit ma tante en me tapotant la main comme si elle me réconfortait à son sujet. La sangle de mon sac me cisaillait la paume et je l'ai laissé faire. J'avais appris jeune qu'un corps supportera silencieusement une petite douleur si cela empêche une plus grande de se montrer. Personne n'a demandé à celle qui pouvait régler le problème. Alors j'ai quitté la pièce. J'ai conduit jusqu'à la marina vide, je suis entré dans le bureau de l'arrière dans le noir, je me suis assise au vieux bureau de mon grand-père et j'ai fait les calculs que personne d'autre dans cette famille ne ferait. J'ai envisagé 3 scénarios. Je connaissais les créances en souffrance. Je savais ce qu'une banque accepterait pour une créance dont elle a peur. Et je savais qu'elle accepterait une forte décote sur celle-ci plutôt que de passer 2 ans à saisir une marina dans une ville dont elle n'avait jamais entendu parler. Je pouvais racheter la dette directement via une entité qui n'avait rien à voir avec le nom Fournier. Je pouvais retirer la maison de l'équation de la même manière. J'avais passé 15 ans à faire exactement cela pour des étrangers, et je pouvais le faire les yeux fermés. Le problème n'a jamais été de savoir si je le pouvais. Le problème, c'était l'homme dans le salon. Parce que si je retournais là-bas et que j'annonçais que la déception, la fille insensible, celle qui était partie, allait signer le chèque qui garderait un toit sur leur tête, ils préféreraient perdre la maison. Je le savais comme on sait que le temps va tourner. Sa fierté n'était pas un défaut qu'il avait. C'était le mur porteur de l'homme tout entier. Et si je l'enlevais en le sauvant devant tout le monde, le reste de lui s'effondrerait. Je pouvais le sauver. Je ne pouvais simplement pas être celle qui était vue en train de le sauver. Dans le tiroir supérieur du bureau, sous une bobine de cordage et une boîte de vieux reçus, se trouvait la clé en laiton de la porte d'entrée de mon grand-père. Je l'avais gardée là depuis les funérailles. Je l'ai retournée une fois dans ma main, froide et lourde, et sur un post-it, j'ai écrit un seul mot. Le nom de la société écran que mon avocat créerait le matin même, Alouette. Au printemps, la banque a cessé d'appeler. Personne n'a demandé pourquoi. Alouette Holdings SARL a été créée un mardi, et à la fin du mois, elle avait fait 2 choses. Elle a racheté la créance en défaut de la marina à la banque pour un peu plus de 60 centimes par euro. Les créances en souffrance se vendent à bas prix, et la banque était heureuse de se débarrasser d'un problème qu'elle ne voulait pas gérer. Je me suis assise à une table de conférence en face d'un responsable des prêts qui n'en revenait pas de sa chance qu'une société holding privée lui enlève cette épine du pied, et je l'ai laissé croire que c'était de la chance. J'ai signé en tant que représentante d'Alouette. Personne dans cette banque et personne dans ma famille ne relirait jamais le nom sur cette page à moi. La deuxième chose, c'était la maison. Je l'ai retirée de l'équation par le biais d'une vente leaseback discrète. Mes parents ont cédé l'acte de propriété à Alouette en échange d'argent liquide qui est allé directement dans l'entreprise, avec le droit de le racheter dès qu'il serait sur pied. Un droit qu'il ne serait jamais en mesure d'exercer en 7 ans. Ma mère a signé là où Gauthier lui a dit de signer, faisant confiance à l'homme qui avait tout réglé. C'est le document que j'ai vu mon père signer. Maître Dubois l'avait structuré proprement, mais la signature devait tout de même avoir lieu. Un coursier a donc apporté les papiers au bureau de la marina par un après-midi gris, présenté comme le refinancement auquel mon père croyait. Il s'est assis à son propre bureau et a signé là où les petites languettes lui indiquaient de signer. Page après page, rapidement, comme un homme qui se noie signe tout ce qui flotte. Il n'a pas lu au-delà de la première page de quoi que ce soit. On lui a dit que c'était standard. Il l'a cru parce que le croire lui permettait de continuer à être l'homme qui avait tout réglé. Je n'étais pas dans la pièce, mais j'ai une copie de chaque page, et sa signature est sur chacune d'elles. Et je l'ai regardé plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Je me souviens de la nuit où les virements ont été effectués. J'étais assise dans mon appartement en ville, l'ordinateur portable ouvert, l'écran étant la seule lumière dans la pièce,
et j'ai cliqué sur la dernière confirmation, et sa lueur s'est reflétée sur mon visage dans le noir. Plus d'1 million d'euros de ma propre vie se sont déplacés sur un écran pour sauver des gens qui passeraient les 7 années suivantes à expliquer à leurs proches le peu que je leur avais jamais donné. Maître Dubois a appelé pour confirmer que c'était arrivé. C'est fait, a-t-il dit. Pour autant que quiconque ait besoin de le savoir, la banque a trouvé un partenaire de refinancement. Pour autant que quiconque ait besoin de le savoir. Dans le bureau de l'arrière, sur le mur près du classeur, une petite pancarte imprimée est apparue, gérée par Alouette Holdings. Pendant 7 ans, pas un seul membre de ma famille ne s'est jamais arrêté pour la lire. Dans les semaines qui ont suivi les virements, j'ai vu mon père redevenir lui-même. Ses épaules se sont redressées. Il a recommencé à arpenter les quais comme avant, disant aux matelots que le pire était derrière eux, qu'il avait trouvé un arrangement avec la banque, que personne ne perdrait son emploi sous sa direction. Le personnel l'adorait pour ça. Paul Mercier lui a serré la main et l'a remercié d'avoir sauvé l'endroit. Et mon père a accepté les remerciements comme il acceptait tout, comme si cela lui était dû. J'étais là pour ça, debout près du quai de ravitaillement avec un presse-papier pour avoir une raison d'être inutile et présente en même temps. J'ai entendu Paul lui demander amicalement comment il avait réussi ce coup avec la banque alors que les choses semblaient si mal engagées. Et j'ai vu le visage de mon père se crisper une seconde avant qu'il ne sourie et ne dise « un banquier lui devait une faveur », puis il a changé de sujet. C'était la première fois que je voyais ce réflexe. Je ne savais pas encore qu'il se durcirait pour devenir la chose qui dirigerait les 7 années suivantes. J'ai juste remarqué que mon père, une fois restauré, n'aimait pas qu'on lui demande comment il avait été sauvé. Quelques semaines après la signature des papiers, la famille a organisé une petite fête. Nous avions été sauvés, après tout. Mon père s'en était occupé. Il se tenait dans le salon, un verre à la main, les couleurs revenues sur son visage, l'assurance revenue dans ses épaules, et il a raconté l'histoire qu'il raconterait pour le reste de sa vie. À la ténacité, a-t-il dit, au fait de n'avoir jamais demandé l'aumône à personne. Ils ont bu à sa santé. Mes oncles lui ont donné des tapes dans le dos. Ma mère le regardait comme elle l'avait regardé le jour de leur mariage, comme s'il avait ramené le soleil dans le ciel à main nue. Je me tenais près de la fenêtre avec un verre de vin que je n'avais pas touché, et je l'ai levé quand ils ont levé les leurs, et le bord était froid contre ma lèvre. Je l'ai reposé sans avoir bu. Ma main est restée enroulée autour du pied une seconde de plus que nécessaire, et je l'ai forcé à lâcher prise. Je venais de payer pour cette ténacité. Le virement avait été effectué 9 jours auparavant. J'aurais pu dire quelque chose. Je veux être honnête avec vous à ce sujet, car cela aura de l'importance plus tard. Il y a eu un moment, les verres levés et la voix de mon père remplissant la pièce, où j'aurais pu poser la vérité sur la table comme une assiette. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que c'était par gentillesse. Je me suis dit que c'était pour ma mère, pour les cousins, pour le nom au-dessus de la porte. En dessous de tout cela se trouvait la vérité plus petite et plus laide qu'une partie de moi avait encore 19 ans et attendait toujours que mon père me regarde et sache enfin ce que je valais. L'histoire s'est figée comme du béton. En un an, ce n'était plus une histoire. C'était simplement ce qui s'était passé. Gauthier Fournier avait tenu tête à la banque et sauvé l'entreprise familiale par pure volonté. Les chiffres qu'il donnait quand on le pressait ne collaient jamais tout à fait. Un refinancement par-ci, une bonne année par-là que les livres ne montraient pas. Mais personne dans la famille ne savait lire les livres. Personne n'a donc jamais remarqué les incohérences. Un homme a remarqué que quelqu'un les avait sauvés. Ce n'était pas lui. Je les ai sauvés et je l'ai laissé être le héros. C'était ma première erreur. Cet hiver sont venus et sont partis, et à chaque fois, j'étais la fille qui n'avait rien donné. Je veux que vous compreniez à quoi ressemblait réellement ces 7 années. Parce que c'est la partie qui ne tient pas en un seul instant. Elle vivait dans les espaces entre les moments. Elle vivait à 1h du matin, les nuits où le compte de paix de la marina était à découvert et qu'une alerte automatisée allumait mon téléphone, et je me redressais dans mon lit dans le noir pour approuver le virement qui permettrait à 11 personnes d'être payées le vendredi. Elle vivait dans les relevés trimestriels qui arrivaient dans une boîte postale que seul moi vérifiais. Elle vivait dans la lente et invisible hémorragie d'argent de mes comptes vers les leurs. Il y a eu l'hiver où le toit du bâtiment principal a cédé et où la réparation a coûté des dizaines de milliers d'euros de plus que ce que l'entreprise avait, et Alouette a différé un paiement ce trimestre-là, et mon père a dit à ma mère qu'il avait mis la pression sur la banque. Il y a eu la saison où une cargaison de bateaux est arrivée que le plan de financement ne pouvait en fait pas couvrir,
et le trou, c'était moi. Il y a eu le printemps. Mon père a pris un prélèvement plus important que ce que la marina pouvait se permettre parce qu'il était le propriétaire et que les propriétaires prennent ce qu'ils veulent, et j'ai comblé le trou derrière lui pour que le personnel soit toujours payé. Selon mes propres calculs, au cours de ces années, j'ai discrètement absorbé près de 640 000 € de déficit dont la famille n'a jamais soupçonné l'existence. Le salaire d'un directeur de marina en faisait partie. Le salaire de ma sœur. Parce que voici un détail que ma sœur n'a jamais appris. Félicité n'a pas gravi les échelons pour devenir directrice de la marina toute seule. Le poste était réel. Le titre était réel. Le travail qu'elle faisait était réel. Mais la masse salariale dont il provenait n'était équilibrée chaque mois que parce que je l'équilibrais. Elle a gagné ce titre elle-même, a dit mon père à un cousin un jour de Noël, rayonnant en regardant Félicité de l'autre côté de la dinde. Elle a gravi les échelons. Personne ne lui a rien donné. J'avais approuvé la paie qu'il avait payée 11 jours plus tôt. Je n'ai rien dit. J'ai passé la sauce aux RL. Elle l'a mérité. Je l'ai financée. Le même jour de Noël, ma mère a fait le tour de la table en demandant à chacun de quoi il était reconnaissant. Et quand elle est arrivée à moi, elle a souri et a répondu pour moi avant que je ne puisse parler. Lorraine est reconnaissante de n'avoir personne pour qui cuisiner, alors elle peut se détendre, a-t-elle dit. Et la table a ri, chaleureusement et facilement. Et j'ai ri aussi, parce que c'était ça ou dire la chose qui mettrait le feu à la pièce. Ce n'était pas seulement les vacances. C'était la texture d'être celle qui ne comptait pas. Quand mon père a eu une alerte de santé 2 printemps de suite, c'est Félicité qui a reçu le premier appel. Félicité, qui s'est tenue à l'avant de la pièce lorsque la famille s'est réunie, et moi, qui ai discrètement payé la facture du spécialiste que la maigre assurance de la marina ne couvrait pas, par le biais d'une fondation que mon comptable avait créée pour que le nom ne puisse jamais être retracé. Quand le quai a eu besoin d'être dragué et que l'argent du permis n'était pas là, je l'ai trouvé. Quand un fournisseur a menacé de couper la ligne de bateau pour un compte impayé, j'ai passé un appel en tant que consultante et le compte a été réglé du jour au lendemain, et pendant tout ce temps, ma propre vie était en suspens. J'ai mis fin à des relations parce que je ne pouvais pas expliquer où allait l'argent. J'ai refusé un déménagement à l'étranger parce que la marina avait besoin de moi à proximité et je ne pouvais dire à personne pourquoi un endroit que je prétendais détester avait une emprise sur moi. Je me suis bâti une réputation dans mon domaine pour avoir sauvé les entreprises familiales des autres. Et pas une seule personne de ma propre famille ne m'a jamais posé une seule question sur mon travail, sauf pour faire une blague sur les tableurs. J'étais devenu très doué pour être à la fois porteuse et invisible. C'est une fatigue particulière qu'aucune quantité de sommeil ne peut apaiser. La marina était l'endroit où j'allais quand je rentrais à la maison, ce qui n'était pas souvent. Et c'est à la marina que j'ai rencontré la seule personne à Brest qui ait jamais regardé toute l'affaire de travers et y ait vu une forme qui n'avait pas de sens. Paul Mercier travaillait sur les quais depuis 33 ans. Il était là quand mon grand-père dirigeait l'endroit, il était resté sous la direction de mon père, et il avait des mains comme de la vieille corde et une façon de se taire avant de dire quoi que ce soit qui comptait. L'été avant ce dernier Noël, je l'ai trouvé au bout du long quai avec 2 tasses de café, et il m'en a tendu une sans demander. La tasse était chaude de part en part, et la chaleur est allée directement dans mes paumes, et je l'ai tenue plus longtemps que nécessaire. Vous savez, dit-il en regardant l'eau, je n'ai jamais réussi à comprendre qui a vraiment sauvé cet endroit de la faillite cet hiver-là. J'ai gardé les yeux sur le lac. Votre père le raconte d'une certaine manière, a poursuivi Paul, calme, sans se presser. Mais je tiens les comptes dans ma tête depuis 33 ans, et ces chiffres n'ont jamais collé. On ne se sort pas par un refinancement de la situation dans laquelle nous étions. Quelqu'un a mis de l'argent réel dans ce quai quand il était en train de mourir. Il prit une longue gorgée. Je ne sais pas qui a maintenu les lumières allumées cet hiver-là, mais je remercie Dieu pour lui tous les jours. J'ai dû regarder l'eau un moment avant de pouvoir lui répondre. Le vent venait du lac et je l'ai laissé sécher ce qui était monté à mes yeux. Et quand j'ai parlé, ma voix est sortie égale. Peut-être qu'il a juste eu de la chance, ai-je dit. Peut-être. Paul n'était pas convaincu, et il n'a pas fait semblant de l'être. Je lui ai posé la question une fois, il y a des années, comment il avait réussi. Il a eu un petit rire sec, sans humour. L'homme a failli me virer sur le champ pour une question. Ça fait 40 ans que je connais Gauthier Fournier et la seule chose qu'il ne supporte pas, c'est qu'on lui demande comment il a sauvé cet endroit. Je remercie Dieu pour lui tous les jours.
Le dernier soir de cette visite, je me suis tenu à la tête du long quai et j'ai regardé mon père arpenter les emplacements, montrant du doigt, corrigeant un matelot, dirigeant tout comme un homme qui possédait chaque planche sous ses pieds. Le vent du lac me cinglait le visage. La clé en laiton était froide dans la poche de mon manteau. Il donnait les ordres. Je détenais l'acte de propriété. Aucun des deux ne le savait. 7 ans de cela. Si vous avez déjà été celui qui maintient discrètement tout en place pendant que quelqu'un d'autre en récolte les lauriers, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. Et avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Gardez une question en tête. Que pensez-vous qu'elle a finalement fait de ce dossier? Gardez cette pensée. Nous y sommes presque. J'ai gardé les reçus. Je n'avais simplement pas décidé à quoi ils servaient. Le bureau de Maître Dubois sentait le café froid et le toner frais, et la pile de papier qu'il a fait glisser sur le bureau était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. C'était 3 jours avant Noël. J'avais conduit jusqu'à la ville pour un seul rendez-vous, le rendez-vous qui se préparait depuis 7 ans, et je me suis assise en face de mon avocat pendant qu'il exposait tout, un document à la fois, pour que je comprenne exactement ce que je tenais entre mes mains avant de décider quoi en faire. Soyons précis sur la situation actuelle, a dit Dubois, car après les vacances, vous ne pourrez plus être vague sur quoi que ce soit. Il a posé la première page. Alouette détient la créance sur l'ensemble de l'opération. Le terrain, le bâtiment, les emplacements, le stock, le financement. Tout passe par vous. Vous avez le droit de saisir depuis des années. Vous ne l'avez simplement jamais utilisé. Il a posé la deuxième page. Et l'acte de propriété de la maison où dorment vos parents est au nom d'Alouette. C'est le cas depuis la vente leaseback. Ils sont vos locataires depuis 7 ans et ne le savent pas. Il a posé la troisième. Il y a un paiement ballon qui arrive à échéance à la fin de ce mois. Un peu plus de 1,3 million d'euros. L'entreprise ne peut pas le faire. Loin de là. Le premier jour ouvrable de janvier, vous seriez pleinement dans votre droit d'engager une procédure de saisie sur la marina et la maison. Il a joint ses mains. Où vous signez les papiers que j'ai rédigés. Et rien de tout cela n'arrive jamais. J'ai regardé les pages et j'ai laissé le poids du contrat reposer sous mes doigts. L'encre au bas de la deuxième page était à peine sèche. Vous détenez la créance sur tout cela. Lorraine, a dit Dubois plus doucement maintenant, me regardant comme le font les hommes prudents. Et l'acte de propriété de la maison où dorment vos parents. Il a fait une pause. En 30 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ce que vous avez fait et ne rien demander en retour. Je veux m'assurer que vous savez que vous n'avez pas à continuer de ne rien demander. Quoi que vous décidiez demain, vous avez déjà fait plus que ce qu'un tribunal exigerait d'une fille. Il m'a laissé réfléchir. Puis, parce qu'il était minutieux, il a exposé l'autre voie, celle que je ne prenais pas. Si je ne faisais rien, a-t-il dit, le paiement ballon arriverait à échéance, l'entreprise ferait défaut, et Alouette, c'est-à-dire moi, pourrait déposer une plainte en janvier. La marina serait à moi purement et simplement en quelques mois. La maison suivrait. Mes parents recevraient des papiers à la porte de la maison qu'ils pensaient posséder, et toute la ville verrait le nom Fournier s'effondrer. Et mon père apprendrait enfin qui détenait les cartes le jour même où il les perdrait. J'ai regardé cette voie un instant. Je mentirais si je disais qu'une partie de moi n'avait pas envie de la suivre. 7 ans, c'est long pour être invisible. Mais cette voie me maintenait lié à eux. Elle faisait dépendre ma liberté de leur ruine. Et j'étais si fatigué d'être lié à eux. L'autre voie, le dossier, coupait la corde nette. La maison où dorment vos parents. Je n'étais pas venu pour saisir. Je veux que ce soit clair. J'étais venu pour faire le contraire. Ce que j'ai décidé après cet hiver, c'est d'y mettre fin, non pas de prendre, mais de donner. Les papiers dans ce dossier faisaient 3 choses. Ils annulaient la totalité de la dette, chaque centime des 1,3 million d'euros et tout ce qui allait avec. Ils rendaient l'acte de propriété de la maison à mes parents, libre de toute charge. Et ils libéraient entièrement la créance d'Alouette sur la marina. Le lendemain de Noël, à 9 h du matin, j'allais tout signer et rendre à ma famille l'entreprise et la maison, propre, sans rien me devoir. J'ai lissé le bord fermé du dossier avec mon pouce, et mes épaules se sont abaissées d'1 centimètre, comme elles le font quand on pose enfin quelque chose qu'on a porté longtemps. Demain, après Noël, j'annule chaque centime et je rends l'acte, me suis-je dit.
Et puis j'en aurai fini. Ils n'auront jamais à savoir que cela a été à moi. Il m'a demandé doucement, pourquoi? Pourquoi tout donner sans même accepter les remerciements? J'ai pensé à mon grand-père, aux 11 personnes qui pointaient à ce quai chaque matin et à la version de moi-même qui pourrait enfin arrêter de vérifier une boîte postale et commencer à dormir toute la nuit. Parce que alors ce sera fini. J'ai dit, parce que la marina était à lui et qu'il s'agit des gens qui s'y présentent, pas de moi. Et parce que je préfère partir la tête haute que de passer une année de plus liée à une famille qui ne sait pas que je suis la corde. Il n'a pas discuté. Il a rassemblé les pages et les a glissées dans le dossier que j'emporterai vers le nord. Ils n'auront jamais à savoir que c'était à moi. Si le plan était de tout donner en silence, vous vous demandez peut-être comment cela s'est terminé comme ça, à une table de dîner, devant 20 personnes, avec le sourire de mon père mourant sur son visage. Moi aussi, ce matin-là. Je n'avais rien prévu de tout ça. Je suis entré dans cette maison pour tout leur donner. Ils avaient d'autres projets. Le matin de Noël, mon téléphone s'est allumé sur la table de chevet avant que je ne sois complètement réveillé, et la première chose que j'ai vue était le rappel que j'avais programmé des semaines auparavant. Dubois, 9h. 26 décembre. J'ai retourné l'écran. Sous mon pouce, le verre était encore chaud de la lumière. En bas, j'entendais la maison s'éveiller autour de moi. Le cliquetis des casseroles, la voix de ma mère, celle plus grave de mon père, le son aigu et clair de ma sœur, et le son plus faible d'un nouveau-né. Je suis resté allongé un moment, le téléphone chaud sous ma main, et la clé froide déjà dans la poche du manteau que j'avais accroché à la porte. Demain, ça cesse d'être à moi. Je devais juste survivre à un dîner. J'ai pris le dossier sur la commode et je suis descendu pour passer mon dernier Noël en tant que déception silencieuse de la famille. La journée s'est déroulée comme ces journées-là. Il y avait trop de nourriture et pas assez de chaises, et un sapin avec 40 ans d'ornements dépareillés. Ma sœur Félicité flottait au milieu de tout ça avec le bébé sur la hanche, rayonnante, épuisée, se faisant dire une douzaine de fois à quel point elle était belle pour 6 semaines postpartum. Mon père présidait. Ma mère gravitait autour de la cuisine. Et je me suis rendu utile de petites manières invisibles que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles cessent. Laurie, ça ne te dérange pas. Ma mère m'a tendu une pile des bonnes assiettes sans lever les yeux. Tu ne fais rien d'important. J'ai porté les assiettes jusqu'à la salle à manger. La bonne porcelaine était froide contre mes paumes, le même motif que nous avions utilisé toute ma vie, un mince filet d'or autour de chaque bord. Je les ai disposées une par une, et j'ai écouté. Dans la pièce d'à côté, mon père racontait au nouveau mari d'une cousine, un homme qui ne l'avait jamais entendu auparavant, l'histoire. L'hiver où l'entreprise a failli mourir. Comment il avait tenu tête à la banque. Comment un fournier trouve toujours un moyen. Le jeune homme a fait les bruits impressionnés qu'il fallait. La voix de mon père s'est enflée pour la partie qu'il préférait, la partie où sa propre ténacité nous avait tous sortis du pétrin. Et je l'ai entendu dire le mot aumône à nouveau, la façon dont il le glissait toujours, et j'ai posé une assiette très soigneusement pour qu'elle ne fasse pas de bruit. Je me tenais là, une assiette dans chaque main, et j'ai senti le vieux poids familier s'installer sur mes épaules. Le genre que l'on s'habitue tellement à porter qu'on oublie qu'il est là jusqu'à ce que quelqu'un y ajoute une once de plus. Tu ne fais rien d'important. Paul Mercier est passé en fin d'après-midi pour déposer un cadeau, comme il le faisait chaque année. Il m'a trouvé dans le hall d'entrée et a pressé un petit paquet mou dans mes mains, et sous son bras se trouvait autre chose, quelque chose de plat et d'usé. C'était dans le bureau de l'arrière, a dit Paul. Il m'a tendu la chose plate. C'était le vieux journal de bord de la marina de mon grand-père. La couverture était devenue douce comme du tissu au coin, le cuir usé et pâle là où sa main l'avait tenu. Je me suis dit qu'il ne devrait pas rester dans un tiroir. Je me suis dit que de tout le monde, tu le voudrais. J'ai passé mon pouce sur le coin doux de la couverture. Chose amusante, a dit Paul en baissant la voix, jetant un coup d'œil vers le salon où l'histoire de mon père se déroulait encore. Chaque année à cette époque, quelqu'un évoque cet hiver, et chaque année, ton père met fin à la discussion en moins d'une minute, change de sujet, prend cet air. Il a secoué la tête lentement. C'est en maintenant. Comme s'il y avait quelque chose dedans qu'il ne veut pas qu'on trouve. Quelque chose qu'il ne veut pas qu'on trouve. C'était Paul, pas ma famille, qui continuait à me tendre la vérité. Un homme qui n'avait jamais vu les livres, qui connaissait simplement la forme d'un euro honnête et savait que celui-ci n'en était pas un.
Il m'a brièvement serré l'épaule en sortant, comme il le faisait toujours. Et puis il est parti dans le froid, et j'étais seul dans le couloir avec le journal de bord doux et usé dans mes mains, et le bruit de la fête qui filtrait à travers le mur. J'ai ouvert le journal de bord à la première page. L'écriture de mon grand-père était là, penchée et plus sûre, une liste de numéros d'emplacement et de noms d'une année avant ma naissance. Il avait construit la chose, une entrée honnête à la fois. Il n'aurait pas reconnu l'histoire qu'on racontait à son sujet dans la pièce d'à côté. Je suis allé m'asseoir sur la première marche de l'escalier avec le journal de bord sur mes genoux et le dossier sur la marche à côté de moi. Et pour la première fois en 7 ans, je me suis permis de regarder en face ce que j'étais sur le point de faire. J'étais venu pour tout donner. Je me disais que le cadeau était la fin propre, que j'annulerais la dette, que je rendrais l'acte et que je partirais en femme libre qui avait fait ce qu'il fallait pour le quai de son grand-père et les gens qui y travaillaient. Mais assise sur cet escalier, avec la voix de mon père qui roulait à travers le mur, racontant à un étranger un mensonge sur le seul hiver qu'il ne pouvait supporter qu'on examine, j'ai senti le plan basculer. Si l'effacement avait été un accident, s'il ne savait tout simplement pas, alors le cadeau était de la pitié. Mais s'il l'avait construit exprès, année après année, s'il avait viré un homme bon pour une question, s'il avait appris à 20 proches à me voir comme celle qui ne donnait rien précisément pour que personne ne regarde jamais de trop près qui avait réellement donné. Alors le cadeau n'était pas de la pitié. Le cadeau était la dernière brique du mur. Je suis venu pour le donner. Pour la première fois, je me suis demandé si je devais le faire. J'avais prévu de leur faire un cadeau. Je n'avais pas prévu qu'on me demande de disparaître. La bonne porcelaine captait la lumière des bougies et 20 fourniers se sont assis pour le dîner de Noël. C'était la table complète, les 2 rallonge-mises, des chaises dépareillées traînées de chaque pièce. Mon père à la tête, là où il s'asseyait toujours, le couteau à découper à la main comme un sceptre, ma mère à sa droite, mes oncles, mes tantes, les cousins et leurs conjoints et les enfants des cousins. Félicité près du milieu avec le bébé dans un couffin à ses pieds, et moi sur le côté long, le dossier reposant sur mes genoux sous la nappe où personne ne pouvait le voir. La salle à manger était chaude de corps et de nourriture. La vapeur des plats montait à mon visage, et quelque part sous toute cette chaleur, contre ma hanche, la clé en laiton dans la poche de mon manteau restait froide. Mon père s'est levé pour découper et pour parler, car pour lui, c'étaient les mêmes actes. Il a dit à la table de regarder autour de ce que nous avions. Il leur a dit que c'était ce qui comptait, la famille. Tous sous un même toit. Les cousins ont murmuré. Un oncle a levé son verre. Et puis, comme il trouvait toujours un moyen de le faire, il en est revenu à lui-même. Vous savez de quoi je suis le plus fier, a-t-il dit, travaillant le couteau à travers le rôti. Cette famille n'a jamais accepté une seule aumône. Pas du gouvernement, pas d'une banque, pas de personne. Nous nous débrouillons seuls. Chacun d'entre nous. Il y a eu un hiver, certains d'entre vous s'en souviennent, où tout cela aurait pu couler. Et je vous le dis, je n'ai pas dormi, mais je n'ai pas abandonné. Et je n'ai rien demandé à personne. C'est comme ça qu'on garde ce qui est à soi. Un grondement chaleureux d'approbation a parcouru la table. Le nouveau mari, à 2 sièges de moi, avait l'air sincèrement ému. Nous nous débrouillons seuls, a-t-il dit. J'ai regardé mon assiette. J'ai pensé aux 640 000 €. J'ai pensé aux 1,3 million d'euros à échéance dans 6 jours. J'ai pensé à l'acte dans le dossier sous la nappe avec l'adresse de cette maison et le nom d'Alouette dans la ligne du propriétaire. J'ai gardé mon visage impassible parce que j'avais eu 7 ans de pratique pour garder mon visage impassible. Le dîner s'est poursuivi autour de moi comme ces dîners le faisaient toujours. Ma mère allait et venait le long de la table, s'assurant que tout le monde avait ce dont il avait besoin, remplissant le verre de mon père avant qu'il ne soit vide, riant de ses histoires au bon moment comme elle en avait ri pendant 40 ans. Quand un cousin lui a demandé comment elle gérait un si grand repas chaque année, elle a balayé la question d'un geste et a dit qu'elle avait de l'aide, et ses yeux se sont posés sur moi une demi-seconde et la table a compris que l'aide était la fille qui ne faisait rien d'important. Mon père tenait sa cour. Il a raconté l'histoire de la tempête qui a emporté l'ancien hangar à bateau et comment il l'a reconstruit lui-même, bien que je sache qu'il avait engagé quelqu'un. Il a dit au nouveau mari que le secret d'un mariage et d'une entreprise était la même chose. Ne jamais laisser personne vous voir transpirer. Le jeune homme a hoché la tête comme s'il recueillait de la sagesse. Un oncle a levé un verre à l'homme qui maintenait cette famille debout. Et ils ont tous bu. Et j'ai levé mon verre d'eau et je l'ai reposé sans boire, comme je le faisais toujours.
Félicité était assise au milieu de tout ça, rayonnante, la nouvelle mère, celle qui avait tout fait correctement. Et le couffin à ses pieds contenait la seule personne à cette table à qui on n'avait jamais raconté l'histoire. Le long de la table, ma sœur Félicité a soulevé le bébé du couffin, qui s'agitait. Et puis, parce qu'elle avait les mains pleines et que son vin était versé, elle a fait ce qu'elle avait fait toute la journée. « Tiens, dit-elle en se penchant, me tendant le bébé. Tu ne fais rien. Prends-la 1 minute. » J'ai pris ma nièce. Elle s'appelait Adèle. Elle avait 6 semaines et ne pesait presque rien. Elle a cherché mon épaule une fois, puis s'est immobilisée, sa petite tête chaude se nichant dans le creux de mon cou, sa respiration lente contre ma clavicule. La chaleur de son corps a traversé mon chemisier et ma peau. Et pendant une seconde déloyale, je me suis permis de sentir à quel point il serait facile de l'aimer. « Regardez ça », a dit une tante, ravie. Elle est naturelle avec le bébé. Et puis, dans le même souffle chaleureux, sans avoir la moindre idée de ce qu'elle faisait. Dommage qu'elle n'ait jamais eu les siens. Dommage qu'elle n'ait jamais eu les siens. J'ai serré Adèle un peu plus fort et j'ai senti son petit poids monter et descendre, et je n'ai pas laissé mon visage changer. C'est un cousin plus âgé, 3 sièges plus loin, qui a allumé la mèche sans le vouloir. Il en était à son 2e verre et se sentait expansif, et l'histoire de mon père lui était restée en tête. « Gauthier, tu dois la raconter comme il faut », a-t-il dit. « Cet hiver, tu as sauvé la marina. Comment as-tu vraiment réussi ? J'ai entendu des bribes, mais je n'ai jamais eu toute l'histoire. Le changement chez mon père a été instantané. On m'en avait parlé. Je n'avais jamais vu ça arriver. C'est de l'histoire ancienne. Il n'a pas levé les yeux du rôti, et sa voix est sortie plate et rapide, une porte qui se ferme. Nous n'avons pas besoin de remuer ça. Nous mangeons. Trop vite. Une fraction de seconde trop vite. La façon dont un homme répond à une question à laquelle il s'est préparé toute sa vie. Nous n'avons pas besoin de remuer ça. Le cousin a haussé les épaules et a laissé tomber, se servant des pommes de terre. La table a continué, mais je l'avais vue maintenant de mes propres yeux. La chose que Paul avait décrite, le réflexe d'un homme gardant une tombe. Ce n'était pas un accident. Ça n'avait jamais été un accident. Puis mon père a posé son verre et m'a regardé droit dans les yeux. Pendant que nous sommes tous ensemble, a dit mon père, il y a quelque chose qui devrait être réglé. La table s'est tue, comme une pièce se tait quand l'homme à sa tête change de ton. Il a posé le couteau à découper sur le plat. Il m'a regardé de l'autre bout de la table, par-delà les bougies et la bonne porcelaine et les 20 membres de notre famille. Et sa voix était calme, raisonnable et certaine. Quitte ton travail et élève le bébé de ta sœur. Elle est trop occupée. Pendant une seconde, je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Les bruits de la pièce, les fourchettes, les conversations basses, la petite respiration du bébé contre mon cou. Tout semblait se retirer comme l'eau qui se retire avant une vague. Ma mère a hoché la tête à sa droite. C'est ce que fait une famille, a-t-elle dit doucement, comme si elle disait quelque chose de gentil. Plus loin à table, un oncle a fait un bruit d'approbation. Ça a du sens, a-t-il dit. Félicité a le bébé et la marina. Et Laurie, eh bien, tu n'es pas attaché. Tu peux travailler de n'importe où, ou ne pas travailler. Ça n'a pas d'importance. La famille d'abord. Une cousine a convenu que c'était pratique, vraiment, quand on y pensait. Une autre tante a dit qu'elle avait toujours pensé que je serais doué avec les enfants. Sur ce ton qui signifie, c'est dommage que je me sois gâché. Félicité m'a regardé avec une expression presque reconnaissante, déjà certaine de la réponse. Me tendant déjà mentalement les biberons, les tétées nocturnes et le reste de ma vie. Tu es si doué avec elle, a dit Félicité doucement, comme si cela réglait la question. Comme si être doué avec un bébé pendant 20 minutes était un contrat. Ma mère s'est penchée et a tapoté la main de mon père, fier de lui pour avoir résolu si proprement le problème de sa fille de rechange devant tout le monde, là où je devrais être gracieuse à ce sujet. Une tante a dit, n'est-ce pas gentil ? Nous tous qui nous entraidons. Le nouveau mari avait l'air légèrement confus, comme s'il sentait quelque chose de bizarre dans la pièce, mais ne pouvait pas le nommer. Je suis resté très immobile. La respiration du bébé était lente contre mon cou. Les bougies brûlaient. Quelque part sous la nappe, ma main a trouvé le bord fermé du dossier et s'y est posée.
Je n'ai rien décidé à ce moment-là. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas avoir déjà décidé. Personne à cette table ne pensait que c'était mal. C'est la partie avec laquelle je veux que vous restiez. Pas que mon père l'ait dit, mais qu'il l'ait dit devant 20 personnes et qu'aucune d'elles n'ait bronché. Parce que pendant 7 ans, il leur avait dit exactement qui j'étais, la fille insensible, celle qui ne donnait rien. Et il l'avait cru si complètement qu'ordonner de dissoudre toute ma vie semblait à cette table du simple bon sens. Une utilisation raisonnable de la fille qui n'avait rien de mieux à faire. J'ai rendu le bébé à Félicité, doucement. Je me suis assuré qu'Adèle était bien installée contre la poitrine de sa mère avant de la lâcher, car rien de ce qui allait se passer n'était la faute du bébé. Puis j'ai posé ma fourchette sur le bord de mon assiette. Les dents ont touché la porcelaine avec un petit son clair et je l'ai laissé là. Je ne me suis pas précipité pour combler le silence. J'ai passé ma carrière à apprendre que la personne qui peut rester le plus longtemps assise dans une pièce silencieuse est celle qui la contrôle. Alors, j'ai laissé le silence s'étirer, 1 seconde, 2, 3, jusqu'à ce qu'il commence à sembler que quelque chose n'allait pas, jusqu'à ce que les gens bougent sur leurs chaises, se regardent et attendent. Dans l'embrasure de la cuisine, j'ai vu Paul Mercier. Il était resté pour aider ma mère avec quelque chose, et maintenant il se tenait très immobile avec un torchon dans les mains, regardant. Avant de répondre à ça, papa, ma voix était égale, et elle a porté jusqu'à l'autre bout de la table. Pourquoi ne racontes-tu pas à tout le monde comment tu as sauvé la Marina cet hiver-là? Toute l'histoire. La version exacte. Il a raconté sa version, puis j'ai raconté la mienne. Tu veux l'histoire? Mon père a posé le couteau à découper et a étendu ses mains vers la table, généreux, certain, jouant pour la pièce qu'il pensait être encore la sienne. Très bien. Cet hiver-là, la banque voulait tout. Et je suis allé là-bas et je les ai regardés dans les yeux. Et je leur ai fait un marché que personne d'autre n'aurait pu faire. C'est comme ça qu'un homme prend soin de sa famille. On ne se plaint pas. On ne demande pas d'aide. On règle ça soi-même. Il s'est retourné vers moi, satisfait. La banque nous a refinancés, a dit mon père, et il y avait une pointe d'agacement sous les anses. C'est moi qui l'ai négocié. J'ai maintenu cette famille unie. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec. J'ai atteint sous la nappe, j'ai sorti le dossier, je l'ai ouvert sur la table devant moi. J'ai pris la première page et je l'ai fait glisser vers le centre où la lumière des bougies pouvait l'atteindre. Le partenaire de refinancement avait un nom, papa, ai-je dit. Alouette Holdings. Il a jeté un coup d'œil à la page. Il ne comprenait pas encore. Personne ne comprenait. Alouette, c'est moi. Le cousin à côté de moi s'est penché pour regarder. Mon père a ri. Un seul son court, mais sa main a quitté son verre de vin et s'est aplati sur la table. C'est absurde, a-t-il dit. C'est une sorte de coup monté avec de la paperasse de la ville. J'ai sorti la page suivante. La créance. C'est le prêt que tu penses que la banque a refinancé. Alouette le leur a racheté cet hiver-là à prix réduit pendant que tu racontais à tout le monde que tu t'en étais occupé. J'ai posé la suivante. Ce sont 7 années de paiement. Chaque virement. Chaque trimestre où la Marina était à découvert et qu'un paiement était reporté. C'était moi qui le reportais. Une autre page. C'est la réparation du toit pour laquelle tu as dit avoir mis la pression sur la banque. Il n'y avait pas de banque. Il y avait moi. Les pages s'étalaient maintenant sur la bonne porcelaine, entre les bougies et la saucière. Et la table était devenue très silencieuse. J'ai sorti les confirmations de virement. 640 000 €, ai-je dit. C'est ce que ça m'a coûté de maintenir cette famille à flot pendant que tu te levais à chaque fête pour raconter l'histoire que tu viens de raconter. Tu crois que tu peux arriver ici avec un dossier et réécrire toute ma vie? La voix de mon père a monté et, à côté de lui, un oncle a posé une main sur son bras pour le calmer. Il l'a secoué. Rien de tout ça ne veut dire ce qu'elle vous raconte. Ça veut dire qu'elle a toujours été douée pour faire de la paperasse. Dire tout ce qu'elle veut. J'ai quand même posé les pages suivantes. Le financement des stocks, la ligne de crédit, chacune avec le nom d'Alouette là où le nom du prêteur devrait être. Puis j'ai posé l'acte de propriété. Vous êtes assis dans une maison dont le nom est sur l'acte, ai-je dit simplement, et je l'ai dit là où tout le monde pouvait le voir. Alouette l'a acheté l'hiver où la banque est venue la chercher parce que tu l'avais mise en garantie contre l'entreprise sans jamais le dire à maman.
Vous vivez ici en tant que mes locataires depuis 7 ans. J'ai posé mon doigt sur la ligne de signature au bas de la plus ancienne page. C'est ta signature, papa? Juste là. Tu l'as signée toi-même. Tu n'as juste jamais lu au-delà de la première page. Mon oncle Daniel a tendu la main sur la table et a pris l'acte. Daniel Fournier est le frère aîné de mon père, un homme en qui toute cette famille a confiance pour tout ce qui concerne l'argent ou la terre. Et la pièce l'a regardé tenir la page à la lumière des bougies et se taire. Il a regardé le tampon du cadastre. Il a regardé la date. Il a regardé la signature pendant un long moment. Gauthier. La voix de Daniel est sortie basse et étrange. Pas en colère, juste abasourdi. C'est réel. C'est le sceau du cadastre. C'est ta signature. C'est la maison. Daniel a reposé l'acte comme s'il était brûlant. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé son jeune frère, et quelque chose dans la façon dont il l'a regardé a changé toute la pièce, parce que Daniel était celui en qui ils avaient tous confiance pour la terre et l'argent, et Daniel venait de dire que c'était réel. L'oncle qui avait porté un toast à mon père 1 heure auparavant s'est adossé lentement à sa chaise. Le cousin qui avait dit que c'était logique que j'abandonne ma vie s'est tué et a trouvé quelque chose d'intéressant dans son assiette. Le nouveau mari, qui avait été si ému par le discours sur l'aumône, a regardé mon père, puis les pages, et de nouveau mon père, faisant le calcul que tout le monde à table était soudain en train de faire, que l'homme qui venait de leur faire la leçon sur le fait de ne jamais accepter d'aide en avait accepté dans le noir pendant 7 ans de la part de la fille qu'il qualifiait d'inutile. J'ai regardé 20 personnes reconstruire les 7 dernières années dans leur tête, tout en même temps, en silence. Gauthier, c'est réel. La main de ma mère était allée à sa bouche. Plus loin à table, Félicité fixait les pages, et je l'ai vu trouver celle avec la paix dessus, et je l'ai vu comprendre en temps réel que le travail dont elle avait été si fière avait été payé sur un compte que sa sœur empêchait d'être à découvert. Son visage a fait quelque chose de compliqué, et je me suis forcé à détourner le regard, car il y avait encore une chose sur la table, et c'était la chose qui comptait le plus. La dernière liasse de papiers se trouvait dans le dossier, non signé. Les papiers que j'avais apportés pour les signer le matin. Mon père a cherché la certitude qu'il avait portée pendant 7 ans. Je ne l'ai pas laissé l'atteindre. Ce n'est pas toi qui nous as sortis de là, ai-je dit. La table était maintenant complètement silencieuse. 20 personnes et pas un son. C'est moi. J'ai gardé ma voix plate et calme et j'ai cessé de l'appeler papa. J'ai racheté la dette, Gauthier. J'ai sauvé cette maison. J'ai porté cette famille pendant 7 ans pendant que tu te levais à chaque fête pour me qualifier de celle qui ne donnait rien. Je l'ai regardé et il n'y avait plus rien de chaleureux dans la façon dont je prononçais son nom, car son nom était tout ce que je lui donnerais maintenant. Tu savais que les chiffres ne collaient jamais. Tu l'as enterré. Tu as failli virer Paul pour avoir posé une seule question, parce que la seule chose que tu ne pouvais pas supporter, c'était que quelqu'un dans cette ville découvre qui t'avait réellement sauvé. Il a ouvert la bouche et l'a refermée. J'ai posé ma hand à plat sur les papiers non signés. Demain matin à 9 h, j'allais signer ça. Ils annulent chaque centime de la dette. Ils vous rendent l'acte de cette maison, libre de toute charge. J'allais tout rendre. Partir et ne jamais dire à aucun d'entre vous que ça avait été à moi. J'ai laissé l'information faire son effet. Plus maintenant. C'était ça. Le silence de mort du début de tout ça. 20 proches, les bougies qui brûlent, le chauffage qui se déclenche quelque part dans les murs, et Gauthier Fournier les mains vides. Il a retrouvé sa voix en dernier, et elle est sortie fausse. Trop forte, agressive. Tu n'as pas le droit de parler à ton père comme je détiens l'acte de la chaise sur laquelle tu es assis, ai-je dit. Je me suis levé. Ma main a trouvé le dossier en bois frais de la chaise. Et je me suis levé et j'ai regardé tout le monde à table. Les oncles qui lui avaient porté un toast, les tantes qui m'avaient prise en pitié. Ma mère qui avait répondu pour moi à chaque dîner. Ma sœur, avec la vérité sur son propre salaire qui se lisait encore sur son visage. Voici ce qui va se passer maintenant. Je vais garder la marina ouverte. Je couvrirai tout ce dont elle aura besoin. Pas pour vous, mais pour Paul et pour les gens qui ont réellement construit cet endroit et qui s'y présentent chaque matin quand les choses se compliquent. La maison reste à mon nom, et personne à cette table ne me dira plus jamais ce que je dois à cette famille. Mon père a regardé autour de la table, cherchant quelqu'un pour le soutenir. Personne ne l'a fait.
L'oncle qui lui avait porté un toast étudiait la nappe. Daniel ne voulait pas croiser son regard. Ma mère n'avait pas dit un mot depuis que l'acte avait quitté les mains de Daniel, et elle n'en a pas dit un maintenant. L'homme qui avait dirigé cette table pendant 40 ans était assis à sa tête avec 20 personnes autour de lui et a découvert pour la première fois de sa vie que la pièce n'était pas la sienne. Lorraine. La voix de ma mère était très petite. Ma chérie, nous sommes toujours ta famille. Je sais, ai-je dit. C'est la partie dont j'ai mis 7 ans à survivre. Félicité a commencé à pleurer doucement. Le bébé endormi contre elle. J'ai senti l'attraction. Je l'ai laissé passer. Certaines dettes, on les pardonne, et d'autres, on arrête simplement de les payer. Dans l'embrasure de la cuisine, Paul Mercier a posé le torchon et a hoché la tête une fois. Si on vous a déjà dit qu'aimer votre famille signifie disparaître en elle, j'espère que ce soir vous avez entendu à quoi ressemble réellement une limite. Ce n'est pas bruyant. Partagez ceci avec la seule personne de votre vie qui a besoin de l'entendre. Et restez avec moi un instant de plus car il y a une fin plus calme à tout ça, près de l'eau. Puis j'ai ramassé le dossier et je suis sorti de la maison que j'avais payée. Le froid du lac m'a frappé à la seconde où j'ai mis le pied sur le long quai et je l'ai inspiré comme le premier air pur en 7 ans. Il faisait nuit noire. Les emplacements étaient vides pour la saison. Les bateaux emballés sous film plastique et sortis de l'eau. L'eau noire et plate entre les pilotis. J'ai marché jusqu'au bout du quai où Paul m'avait tendu un café cet été-là, et je suis resté là, le dossier sous le bras, laissant le vent travailler sur moi. J'ai entendu ses pas avant d'entendre sa voix. Paul Mercier est descendu lentement sur le quai, le col relevé, et s'est arrêté à côté de moi, et pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Nous avons juste regardé l'eau. C'était vous, a-t-il finalement dit. Depuis tout ce temps, c'était vous. C'était moi. Il a hoché la tête lentement, comme il le faisait avant toute chose importante. J'ai fouillé dans la poche de mon manteau et j'ai sorti la clé en laiton de mon grand-père, celle que j'avais portée jusqu'ici, froide contre ma hanche pendant tout le trajet, et je l'ai tendue sur ma paume ouverte dans le noir. C'était celle de votre grand-père, a dit Paul. L'enseigne sur la porte dit « et fils ». Il a refermé mes doigts dessus avec ses 2 mains, ses mains rugueuses de cordage, chaudes autour des miennes. Il aurait toujours dû y avoir votre nom. C'est à vous maintenant. Je n'ai pas pu lui répondre tout de suite. J'ai refermé ma main sur la clé et je l'ai tenue, et pour la première fois en toutes ces années, le métal a commencé à se réchauffer dans ma paume. J'ai pensé à mon grand-père à ce moment-là. Il est mort quand j'avais 19 ans, l'année après mon départ, et j'avais manqué la plupart de ces derniers étés à poursuivre une carrière qu'il n'a jamais pu voir. Mais je l'avais eu pendant 19 ans, et je portais une chose de lui qu'aucun testament ou acte ne pouvait contenir. Le dernier été où j'étais à la maison, avant son décès, il m'a emmené au bout de ce même quai, lentement, la main sur mon épaule, et il est resté à regarder l'eau pendant un long moment, comme le font les vieillards. Et puis il m'a dit quelque chose, et je peux encore entendre le timbre exact de sa voix quand il l'a dit. Un endroit comme celui-ci, ce n'est pas le bois, Lorraine. Ce n'est pas le bâtiment et ce n'est certainement pas le nom qui est peint au-dessus de la porte. Ce sont les gens qui se présentent quand les choses se compliquent. Tu prends soin de ceux qui se présentent et tu ne cherches personne pour t'en remercier. Fais ça et le reste, le nom, le crédit, tout ce bruit le reste s'occupera de lui-même. J'avais passé 7 ans à prendre soin de ceux qui se présentaient. Je n'avais simplement pas compris, jusqu'à ce que je sois là, sa clé se réchauffant dans ma main et Paul Mercier à côté de moi dans le noir, que le vieil homme m'avait aussi tranquillement dit que j'avais le droit d'être l'une d'entre eux. Paul m'a serré l'épaule une fois et m'a laissé là avec l'eau et la clé. Il aurait toujours dû y avoir votre nom. Au début du printemps, les emplacements se remplissaient à nouveau, et la marina était à moi au grand jour maintenant, comme elle l'avait été discrètement pendant des années. J'ai tenu parole. J'ai couvert le paiement qui arrivait à échéance et Fournier et Fils Marine est restée ouverte, et Paul Mercier a gardé son emploi, ainsi que les 10 autres personnes qui se présentaient à ce quai chaque matin quand les choses se compliquaient. Je n'ai pas enlevé le nom de mon père de quoi que ce soit. Je n'en avais pas besoin. Mes parents et moi ne nous parlons plus beaucoup maintenant. L'acte est resté à mon nom. La maison est à eux pour y vivre, à des conditions écrites et claires, et la clarté, il s'avère, est sa propre forme de pitié. Il n'y a pas eu d'excuse, et j'ai cessé d'en attendre une il y a longtemps. Quelque part entre le virement effectué dans le noir et la clé en laiton se réchauffant dans ma main.
Félicité a appelé une fois ce printemps-là, non pas pour s'excuser non plus, mais pour demander prudemment si je voudrais toujours faire partie de la vie d'Adèle. Je lui ai dit la vérité. Je serai dans la vie d'Adèle, ai-je dit. À mes conditions, pas comme la roue de secours de la famille. La clé en laiton vit toujours dans la poche de mon manteau, sauf que maintenant elle est chaude plus souvent que non, car je suis à sequer la plupart des semaines. L'enseigne au-dessus de la porte du bureau indique toujours Fournier et Fils dans le lettrage de mon grand-père. Je la laisse. Il voulait que j'abandonne tout ce que j'avais. Ce qu'aucun d'entre eux n'a jamais su, c'est que j'avais déjà décidé de tout leur donner, discrètement, complètement, sans rien demander, jusqu'au moment où ils ont fait de ma disparition le prix à payer. Alors je l'ai gardé. La marina, la maison, les reçus, la vérité. Et je me suis gardé.